Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à la deuxième édition du Festival de la Newsletter organisé par My Little Paris à Média en Seine. C'était déjà un des grands thèmes de l'édition de l'année passée, le retour de la newsletter par abonnement. L'année dernière, on avait parlé de Substack, du retour à l'économie de la passion. Et depuis, plusieurs signaux un peu contradictoires nous parviennent. On a d'un côté Facebook qui a interrompu Bulletin, son service de newsletter, Substack qui est un peu revenu en arrière sur les avances proposées aux auteurs, mais en même temps, on a Axios, un groupe de newsletters spécialisé dans le décryptage de l'actualité économique, qui a été racheté 525 millions d'euros. Donc voilà, le chaud et le froid, où en est-on exactement? C'est un peu le thème de la table ronde d'aujourd'hui, où on va faire un point sur le modèle de la newsletter par abonnement. Où en est-on en France ce matin? Je m'appelle Edmond Espanel, je suis le directeur général de Briefme. Chez Briefme, on édite 3 médias. Notre vocation, c'est d'aider le plus grand nombre à mieux comprendre le monde dans lequel on vit. On édite un quotidien sur l'actualité qui a d'abord été lancé sous forme de newsletter, Briefme, et qui chaque soir va résumer et expliquer l'actualité française et internationale en moins de 10 minutes. Et on a lancé ces dernières années 2 newsletters supplémentaires, une qui va expliquer l'économie, Brief Eco, et une qui explique l'actualité des sciences et qui s'appelle Brief Science, qu'on a lancé cette année. Donc on fait de la newsletter par abonnement, payante, sans publicité, et il est assez simple de les découvrir pendant 30 jours en allant sur chacun de nos sites. Merci beaucoup d'être là ce matin. Donc nous, on est des nouveaux venus dans cet univers. Aude et moi, on travaille ensemble depuis quelques mois pour lancer Kessel.media, de l'adresse si vous voulez voir ce qu'on fait. C'est une plateforme de newsletter qui permet en fait à un auteur, un journaliste, un expert de créer sa newsletter, de la publier, de l'envoyer et d'avoir un abonnement, soit un abonnement gratuit, comme une newsletter classique, soit un abonnement payant. Et on a lancé ça en juin dernier, en bêta. Et depuis septembre, ça décolle assez vite. Ça, on va peut-être raconter ici. On a une traction qui est très forte, là, avec plus de 33 000 lecteurs. On a déjà 1000 abonnés payants. Il y a une centaine de créateurs qui nous ont rejoints. Et en fait, le phénomène qu'on observe et qu'on décrira si ça vous intéresse, c'est vraiment ce phénomène à la fois de retour de la newsletter et aussi de la créateur économie qui est en train de s'emparer de plus en plus de ces formats-là. Et il y a une actualité particulièrement intéressante en ce moment avec ce qui se passe sur Twitter, où il y a énormément de gens, notamment aux États-Unis, qui sont en train de bouger Twitter pour aller vers d'autres plateformes, comme ce type de plateforme-là. Donc voilà ce qu'on fait. Merci beaucoup d'être là ce matin. Et enfin, Lucie Caudrelier du Fooding. Pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas le Fooding, c'est un guide indépendant gastronomique de référence en France qui est né en 2000 à Paris et maintenant qui s'est développé partout en France. On vient de sortir d'ailleurs la toute nouvelle édition que j'ai ramenée ici la semaine dernière. Au Fooding, en fait, dans le guide, on référence des restaurants, des caves, des commerces de bouche, des bars et des chambres qui ont un point commun, c'est d'être vivants, vivantes, incarnées. C'est des endroits aussi où on a envie de revenir. Et on est aussi un média avec une partie magazine qui se développe de plus en plus. Et notre credo, en gros, ça a toujours été de prendre la gastronomie comme prisme pour traiter de sujets sociétaux. On est aussi une agence. Donc, on fait du brain content avec des marques et on développe aussi des événements, on fait un peu de conseils aussi à côté. Et depuis le 1er septembre, on a lancé Saucisse, donc le club Fooding. Donc, c'est un format newsletter tous les jeudis, on va en parler évidemment, qui est donc par abonnement et c'est tous les jeudis pour nos abonnés depuis le 1er septembre. Génial, merci beaucoup d'être là ce matin. Je le disais en intro, pendant le confinement, il y a eu ce retour de hype de la newsletter avec tous ces projets qui se sont lancés. Plus récemment, petite crise, trouble dans la tech, des signaux un peu moins positifs. Et le New York Times a récemment sorti un article qui s'interrogeait: a-t-on dépassé le pic des newsletters? Donc qu'est-ce que vous en pensez, Adrien, au moment où vous lancez Kessel en France? Moi j'avais lu cet article, en l'occurrence il y en a un autre que je vous ai envoyé de Twipe qui dit un peu le contraire. Bon, après, le New York Times en face, c'est quelque chose à prendre en considération. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que il y a plusieurs phénomènes qui sont assez intéressants. Le premier, c'est
sorte de rejet des réseaux sociaux, qui est un phénomène, on ne va pas dire global, parce qu'il y a des gens qui sont toujours plus engagés sur les réseaux sociaux, mais on le voit en ce moment avec Twitter, on l'a vu avec Facebook avant. Il y a un côté, j'ai envie d'être dans un espace safe, moins agressif, moins de bruit, moins d'informations dont je ne connais pas la teneur et la qualité, moins de fake news. Et donc la newsletter, ça correspond à ça. J'ai envie de soutenir un certain type de contenu, une certaine forme d'information dans lequel je me reconnais, qui représente certaines valeurs qui ont du sens pour moi, et j'aimerais faire partie de cette communauté de gens. Et donc parfois, vous voyez des newsletters qui sont adossés à un Discord, à un Slack, parce que peut-être que c'est quelque chose que tu vas nous décrire aussi avec le fooding, mais c'est pas juste une information, je crois dans quelque chose d'un peu plus important que ça, et je me reconnais là-dedans. Et ça, c'est un mouvement très très profond. Nous, on l'observe. Donc, on a lancé notre plateforme là, il y a quelques semaines, en gros, et on voit tous les jours 5 à 10 personnes se créer un compte sur notre plateforme pour commencer à publier des informations. Et ce qui est fascinant, et Aude en parle probablement mieux que moi, c'est à quel point il y a une variété de gens qui ont des choses à raconter, qui ont des choses à dire, et qui trouvent que Twitter, en 280 caractères, est plus forcément le bon endroit, que se faire agresser quand on publie quelque chose sur les réseaux sociaux, c'est pas forcément la bonne solution. Et donc, il y a une sorte d'alternative à ça, qui est, je publie un texte long, d'analyse, je me donne le temps de la réflexion, je me donne le temps d'être lu, je l'envoie à des gens qui ont décidé de s'abonner, donc de souscrire tous les sens du terme à un propos, et je suis plus dépendant de l'algorithme d'un des GAFA qui va décider de distribuer ou non mon contenu à 10, 15, 20% de ma base. Je vais toucher des gens, en fait, je m'inscris dans une communauté. Et ça, on observe un phénomène vraiment très fort de ce point de vue-là. Donc s'émanciper des algorithmes et aussi entrer dans un système asynchrone où le lecteur a le choix de savoir aussi quand il consomme le contenu. Lucie, donc au Fooding, vous venez de lancer en septembre votre première newsletter payante, sachant que le Fooding était déjà une newsletter de référence du secteur de la food en France. Pourquoi avoir lancé Saucisse à ce moment-ci, en septembre? En fait, comme tu le disais, on a notre newsletter historique, donc tous les mardis, c'est la bonne nouvelle de la semaine, où on met en avant une table en particulier, un peu le coup de cœur de la semaine. En janvier 2021, on a accueilli une nouvelle rédactrice en chef qui s'appelle Elisabeth Debours, qui avait, elle, à titre perso, donc qui est journaliste gastronomique et qui avait à titre perso une newsletter qui s'appelait Mordant, où justement elle traitait de sujets gastro-sociétaux. Elle nous a rejoint au Fooding et donc elle avait plus assez de temps pour faire les deux. Et donc du coup, c'est elle qui a vraiment développé la partie magazine au Fooding, donc sur lefooding.com d'abord, ensuite dans le guide print aussi. Et en fait, du coup, avec son arrivée, dans cette newsletter du mardi, La Bonne Nouvelle, elle a commencé à mettre son édito dedans. Et donc, il y avait aussi en dessous l'adresse de la semaine. Et donc, en fait, tout ça faisait un format un peu hybride, c'est-à-dire où l'adresse de la semaine était un peu noyée. Enfin, c'est ce qu'on s'est dit, nous, avec les retours aussi de notre audience. Et en fait, on voulait mieux valoriser aussi cette partie magazine et son édito. Donc, en fait, on s'est dit qu'on allait retravailler un peu notre proposition éditoriale en étant très focus sur le guide, sur l'adresse de la semaine. Donc, c'est le cas aujourd'hui. Donc, cette newsletter, La Bonne Nouvelle, existe toujours, elle est gratuite et accessible à toutes et tous. Et on a lancé Saucisse parce qu'il y avait vraiment cette volonté de... Comment, saucisse ? Comme une saucisse. C'est très simple. Oui, mais en fait, là, c'est vrai qu'on a l'habitude des variantes. Voilà. On a l'habitude des variantes orthographiques un peu douteuses parfois, mais là, c'est. Mais là, c'est Kessel, c'est Kessel et saucisse, c'est saucisse. Exactement, et comme ça, au moins, ça permet, ça interpelle plutôt et les gens retiennent plutôt facilement le nom. Et donc, du coup, vraiment, on avait envie de développer cette partie magazine. Et aussi, on ne parle pas de newsletter saucisse, enfin pas trop, en tout cas dans les mots qu'on emploie. On parle plutôt de club, parce qu'il y avait vraiment cette envie d'avoir un endroit où on développe tous ces contenus inédits, exclusifs, qu'on ne va pas retrouver ailleurs sur le Fooding. Et on est, nous, en tout cas, sur Substack, parce qu'on voulait que la communauté puisse vraiment interagir avec tous ces contenus-là. Donc, et il fallait, en fait, on voulait aussi rester indépendant, donc de pas avoir d'annonceurs dans Saucisse et tout ça. Et ce que tu disais était très juste sur le fait de participer à cette communauté sans le bruit autour aussi des réseaux et tout ça. Donc, en fait, on voulait vraiment que ce soit un club avec plein de contenus, et il y a tout un endroit où les gens peuvent commenter, liker, interagir avec nous.
Oui, les newsletters doivent se prolonger dans des communautés, ça on y reviendra un peu après. Et pour revenir sur le constat que tu faisais, Adrien, sur l'émancipation des réseaux sociaux et sur la communication asynchrone, ça, Edmond, c'était un constat qui était aussi, je pense, au tout départ de BriefMe, quand vous l'avez lancé en 2014 et 2015 pour le lancement officiel. Dès le départ, effectivement, d'abord, l'ère du digital a amené une énorme inflation des contenus. Donc, on peut être en tant que consommateur, lecteur, dépassé par cette ampleur. Et ce qu'amène la newsletter, c'est nous, on a recréé une sorte de mini-journal au XXIe siècle avec un début, une fin, une hiérarchisation. Et donc, on est à rebours des flux infinis des réseaux sociaux. On maîtrise le lien direct avec le lecteur. On maîtrise aussi son adresse email. Donc, on va garder précieusement pour nous, puisqu'il n'y a pas de publicité. Donc, on ne la partage pas avec des tiers, à l'inverse de ce qui se passe sur les plateformes sociales. Et donc, je pense que la newsletter est une réponse, comme l'a dit un petit peu Adrien, à cette hyperinflation de contenu, d'être capable d'adresser à une communauté, d'adresser un message, une information de qualité. Donc nous, notre promesse, c'est celle de l'actualité du quotidien, mais il y a plein d'autres éléments pour le faire. Et on voit que cette logique de compresser, sans faire forcément de la curation, mais en tout cas de redonner du temps au lecteur par le travail journalistique, de refaire une hiérarchisation, un début, une fin. Il y a une vraie attente et en tout cas, nous, on l'a mesuré parce qu'on a de plus en plus de lecteurs qui nous suivent. L'offre s'est donc énormément densifiée. Chez BriefMe aussi, vous vous êtes diversifié puisque vous avez lancé 2 verticales assez récemment. Peut-être une double question, mais comment vous avez vu un peu le retour de hype de la newsletter et est-ce que c'est pour surfer dessus que vous avez décidé de lancer de nouvelles verticales? Alors nous, on s'est lancé il y a 8 ans, je pense, un peu avant la vague du hype des newsletters et on a persévéré donc, avec le lancement de BriefEco en 2018 et de BriefScience cette année en début d'année. Moi, je ne sais pas s'il y a une vague de hype ou pas. Je pense que quand on a une promesse éditoriale, une offre qui a du sens, qui apporte de l'utilité et qu'on est capable de rencontrer un lectorat avec, il se passe quelque chose en fait. Donc nous, on le fait sous l'angle de la newsletter. Il y en a qui arrivent à faire des choses passionnantes sous l'univers du podcast ou d'autres formes d'écriture. Simplement, dans la solution qu'on avait envie d'amener pour mieux s'informer, le format briefing, parce qu'on fait une newsletter, mais c'est aussi disponible sur un site, sur une application mobile et en version audio sur des plateformes par abonnement. Cette logique d'un briefing court, donc où on arrête le temps, ça, c'est clairement une vraie demande. Je faisais référence à l'article du New York Times juste avant, qui finissait un peu sur une pirouette en disant non, c'est pas la fin, on n'a pas dépassé le pic des newsletters, on a dépassé le pic des mauvaises newsletters et l'intensification de la concurrence va juste faire qu'il va falloir être de meilleur en meilleur pour émerger. Justement, garantir un peu la qualité des contenus, c'est quelque chose sur lequel vous travaillez beaucoup chez Kessel. Aude, je crois que c'est justement votre travail d'accompagner les auteurs pour les aider à faire aboutir leurs projets éditoriaux. Tout à fait, c'est la promesse. Donc je me présente rapidement, Aude Walker, je suis directrice éditoriale avec Julien Chavannes de Kessel. Donc on est chargé d'identifier, de recruter et d'accompagner les auteurs et les autrices. Donc difficile de construire des valeurs et des piliers éditoriaux pour une plateforme, mais on l'a fait. Donc ça reste en fait organisé autour de l'idée de délivrer des outils d'analyse de maintenant pour mieux comprendre demain, en gros. Mais c'est une plateforme, donc c'est extrêmement varié et extrêmement large. Et on croit beaucoup, et ça va dans le sens de tout ce qui a été évoqué à l'instant, dans la spécificité et l'expertise. Donc en plus en France, on est particulièrement un pays où la presse spécialisée et le contenu spécialisé fonctionnent très bien. On évoquait la Hulotte, donc c'était pas si éloigné de ce qu'on se raconte aujourd'hui. Parce que c'est ce type de succès aussi qui arrive en France et qui, on le croit, vont arriver de plus en plus. Donc que ce soit dans la tech, que ce soit en culture, dans les jeux vidéo, on croit réellement que la réponse à l'inflation des contenus, ce sont des voix très incarnées, puisque les dernières années, elles ont été dans la presse traditionnelle et dans les médias traditionnels très écrasées par les annonceurs, par les réseaux sociaux, par la précarisation, par les algorithmes. Donc aujourd'hui, quand on parle avec Julien Chavannes aux auteurs et aux autrices, ils se réjouissent, et moi ça fait partie des choses qui m'ont totalement enthousiasmé dans le projet,
parce qu'il y a un espace alternatif qui s'offre à eux pour reconnecter avec ce qui les a motivés au début quand ils ont voulu se lancer dans les métiers de l'écrit et du journalisme, à savoir une liberté éditoriale totale. Donc on est confronté à des gens, par exemple, dans l'univers de la mode et de la beauté, enfin du luxe, qui ont été tellement habitués en fait à être contraints par les annonceurs qu'au début ils sont perdus. Parce qu'ils se disent, en fait, je peux tout dire, je peux tout raconter, personne ne va me taper dessus. Je vais être soutenu par ma communauté et mes abonnés, et je peux raconter exactement ce que je veux. Donc ça donne des projets... Alors il y a 1000 raisons, en fait, pour lesquelles les auteurs et les autrices débarquent sur Kessel. Il peut y avoir une volonté de retrouver cette liberté éditoriale, de se protéger effectivement des réseaux sociaux, parce qu'on a une grande communauté de militants, militantes, surtout féministes, qui débarquent chez nous, parce qu'ils y voient la possibilité en fait de défendre leur cause, tout en étant protégés, parce qu'ils arrivent à un moment d'épuisement militant, et de savoir qui est en face, sans se méfier. Et en fait, il y a tout un public qui cherche à soutenir ces militants et œuvrer... et défendre une cause et qui ne savent pas très bien comment le faire. Et la newsletter, enfin ça on l'évoquera peut-être tout à l'heure, c'est une des raisons pour lesquelles on croit aussi que les gens sont prêts à payer. Et ça on le voit encore aujourd'hui. Et après en ce qui concerne la variété, on a des formes tout à fait singulières qui émergent chez nous. Donc on peut avoir le journal d'un sociologue bibliothécaire de prison, un ornithologue sociologue qui a une newsletter qui s'appelle L'Oiseau Rare. On a un journaliste aussi spécialiste de la mort, qui a une newsletter qui s'appelle Guy Mimor, donc qui va regarder le monde via le prisme de la mort. La liste est longue comme le bras, mais on va aussi avoir un traducteur linguiste de jeux vidéo. Donc, tous ces exemples sont là pour démontrer que plus les voix sont singulières, plus le regard posé est particulier et spécifique, plus on a de chances d'engager une communauté, et on est en train de le vérifier aujourd'hui. Alors, les lecteurs sont de plus en plus prêts à payer pour un contenu. En France, on a mis un peu de temps à s'y mettre, mais on commence à y aller. Quand on parle du prix d'un contenu, voilà, le nerf de la guerre, c'est combien exactement? Comment est-ce qu'on quantifie le bon prix d'une newsletter, par exemple, sur Kessel? On y arrive déjà. Donc, le principe sur notre plateforme, mais c'est le cas sur d'autres plateformes dans le monde entier, c'est qu'on laisse souvent l'auteur, le journaliste, l'expert fixer lui-même son propre prix. Nous, on discute avec les auteurs et on leur fait des suggestions en leur disant si tu parles d'immobilier, par exemple, les prix qui se pratiquent, c'est ça. Si tu parles de finance, c'est ça. Si le développement personnel, c'est ça. En gros, je vais dire une tautologie, mais plus l'information est précieuse, rare et a de valeur, plus elle est chère. On pourrait dire également que plus elle a un impact direct sur votre vie, santé, patrimoine financier, sexualité, pour certains, plus vous êtes prêt à payer parce que vous mesurez l'impact de cette information. Si je veux acheter l'appartement qui est en face, je vais savoir s'il va baisser ou monter. Si quelqu'un est capable de me le dire précisément, alors je valorise et je paye. Si ce sont par exemple mes réflexions personnelles sur comment se lever de bonne humeur le matin, par exemple, il est probable que ça soit gratuit comme newsletter. Voilà, donc voilà comment ça se fait. Mais un plus prosaïque, les gens commencent à 2 € le prix, ça monte jusqu'à 5 € et nous on a créé un truc en plus qui est de dire... Par lettre ou par mois Par mois. Où on dit il y a aussi un abonnement annuel qui est plus cher, que genre x2 par rapport au prix. Libre à vous de... Donc il y a des gens par exemple, je donne un exemple concret, il y a un juriste qui épluche le journal officiel tous les jours pour une communauté de 250-300 avocats. C'est assez smart comme manière de faire le truc, en donnant un avis hyper précis là-dessus. Il dit moi c'est gratuit, en revanche si vous voulez payer, vous pouvez payer l'ordre de 60 € par an, un truc comme ça. Et les gens payent. Les gens payent parce que ils voient la valeur concrète, ils apprécient le service, ils croient dans le bonhomme qui est un type vachement sympa, qui a une vraie démarche d'explication, de démocratisation. On sait, la loi c'est très complexe, il y en a un petit peu trop en France. Et donc ils payent. Et là on est au tout début, donc on ne pourrait pas vous donner
énormément de chiffres, mais on approche des 1000 abonnés payants, avec un panier moyen, difficile à calculer parce qu'on n'a pas assez de recul, mais qui s'établit autour de 9 euros. C'est-à-dire qu'on a en gros 4 euros ou 5 euros par newsletter, plus ceux qui prennent le premium, et il y en a beaucoup, donc ça fait monter le panier moyen. Et ça, pour nous, c'est une très bonne nouvelle. Ça ne représente pas beaucoup d'argent à ce stade-là, mais ça veut dire en fait que les gens voient de la valeur et qu'ils sont prêts à payer. Et je trouve ça extrêmement encourageant pour le secteur de la presse, pour le secteur de l'écrit, comme vous le savez, un secteur, en tout cas dans la presse, qui peut être compliqué, qui peut être difficile. Et à un moment, on n'a jamais eu autant besoin d'informations. C'est-à-dire, en fait, les gens valorisent l'information, ils valorisent les analyses, ils valorisent les voix intelligentes, etc. Ils sont prêts à payer. Maintenant, on trouve qu'il y a beaucoup d'espoir là-dedans. Et Edmond, vous, en 2014-2015, vous étiez pour le coup la première newsletter grand public payante. Je ne me trompe pas, c'est juste de dire ça. Je pense que c'est le cas. Ouais. Il y a des gens qui faisaient des choses dans le B2B de façon Voilà. très bien, mais je pense que sur une newsletter d'actualité grand public, on a été les premiers. Et est-ce que vous avez constaté du coup une évolution dans la réticence des gens à payer? Est-ce que vos taux de conversion, votre croissance, vous avez senti une évolution? Alors, on a senti une évolution dans le marché plus largement, c'est-à-dire qu'il y a eu le retour des murs payants et de l'abonnement en ligne sur les sites d'information. Donc, il y a aussi une certaine habitude maintenant à payer pour accéder à un service de streaming musical ou de vidéo. Donc, je pense que le consommateur maintenant, il est prêt à payer pour la qualité en ligne, quelques euros par mois. Donc, nous, l'abonnement à Brichmi, c'est 69 euros par an maintenant. Et on a 90% de nos lecteurs qui payent, qui ont entre 18 et 45 ans. Donc on a réussi à amener une cible jeune, et notamment de jeunes actifs, à payer en ligne pour de l'actualité. Et c'est vrai que je pense qu'en 2014, 2015, 2016, quand on s'est lancé, c'était relativement original. Maintenant, ça l'est beaucoup moins. En revanche, ce qui est clair, c'est que payer en ligne, c'est un acte très violent de sortir sa carte bancaire et de la renseigner sur un site. Et donc... pour nous, ce qui est très important, c'est l'utilité. C'est-à-dire, est-ce qu'on amène une utilité à nos lecteurs? Est-ce qu'ils ont envie de nous lire tous les jours? Est-ce qu'on leur apporte vraiment quelque chose? Et c'est là, je crois, que la qualité de ce que fait notre rédaction tous les jours, c'est vraiment d'amener cette utilité, parce qu'on ne développe pas une base d'abonnés de 12 000 abonnés maintenant qui payent sur Brichmi, relativement fidèles, si on ne leur amène pas cette utilité. C'est vraiment la base du paiement, hein, c'est qu'est-ce qu'on apporte à sa communauté. Le lancement de Saucisse, vous avez annoncé que ce serait une newsletter payante, mais vous l'avez lancée gratuitement auprès d'une petite partie de votre communauté avant de proposer donc, de payer 5 euros par mois. Donc, comment est-ce que vous avez pricé ces 5 euros, sachant qu'à côté, il y a par exemple Disney Plus à 8 euros? Alors du coup, en fait, on a fait pas mal, on a pas mal benché ça, en fait, les tarifs. Notamment sur des newsletters, surtout sur Substack aux États-Unis, des newsletters food. Voilà. Et après, on est parti aussi de nous au bureau, de voilà, un petit peu ce qui nous paraissait honnête par rapport à tous les contenus inédits, encore une fois, exclusifs, aussi pratiques. Et je veux juste rebondir sur ce que vous disiez parce que c'était quand même assez intéressant parce que au fooding, si je reviens un peu en arrière, donc ça fait 22 ans que le fooding existe, et nous, on a toujours, en fait, on est un peu l'anti-TripAdvisor, c'est-à-dire que on n'est absolument pas exhaustif. Il peut y avoir des endroits où on ne va pas trouver d'adresse fooding, et en fait, on est très à l'aise avec ça parce qu'en fait, on pense et on le voit avec la relation de confiance qu'on a avec notre audience et nos communautés, en fait, que quand on leur recommande un endroit, on sait, en fait, ils ne sont normalement jamais déçus. Et on a un peu ce rôle de vigie dans la gastronomie. Et donc, en fait, avec tout ce qu'on a construit, cette relation de confiance avec notre communauté, en fait, on pense qu'avec Saucisse, en fait, ça s'est fait quand même assez naturellement, en fait, cette transition-là. Et pour revenir à ce que tu disais, en termes de conversion, en tout cas, on est parti de notre base d'abonnés à la newsletter gratuite, donc du mardi, en regardant les personnes, les abonnés qui étaient donc les plus engagés, qui ouvraient, cliquaient le plus, et on leur a proposé donc de s'abonner gratuitement un mois, de découvrir Saucisse gratuitement pendant un mois. Et j'ai pas répondu à ta question du coup sur le prix, mais en fait on se dit que voilà, 5 euros par mois, ça fait donc 1,25 € par newsletter, puisque c'est tous les jeudis.
Sachant aussi qu'à l'intérieur de cette newsletter Saucisse, il y a aussi ce qu'on a appelé un doggy bag à la fin, qui est donc un avantage pour notre communauté. Donc en fait, ça va être, voilà, on va leur offrir tel ou tel bouquin d'un auteur ou d'une autrice qui est proche de nous. On va leur offrir des places à nos événements, on peut leur offrir le guide. Voilà, et donc c'est chaque semaine. Et donc rien que ça, finalement, vaut quand même beaucoup plus que 1,25 €. Et après, sur le prix, c'était important pour nous aussi de valoriser ce travail-là, parce qu'on fait appel à plein de contributeurs, contributrices. On croit fort en ça, en fait, que c'est vraiment important de soutenir et de rémunérer justement le travail de toutes ces personnes-là, en interne comme en externe. Tu le disais un peu plus tôt, vous avez conçu Saucisse comme un club. Ça, c'est un mouvement qui est un peu général. La newsletter a été un peu considérée comme un média très vertical, enfin top-down, et on passe dans une approche beaucoup plus horizontale où justement il y a des moments d'échange. Tu as commencé à parler un peu, donc qu'est-ce que vous proposez dans le club pour animer votre communauté? Puis on peut faire un petit tour de table sur le sujet après, ce serait top. Comment est-ce qu'une newsletter peut se prolonger au-delà du contenu pour voilà, entretenir la relation avec les lecteurs et les lectrices? En fait, je le disais un petit peu effectivement, mais on a choisi Substack pour ça, pour avoir vraiment cet espace d'échange. Tout à la fin de Saucisse, on propose donc à notre communauté d'ajouter son grain de sel sur tel ou tel sujet, de nous recommander leurs meilleures recettes de pâtes ou l'endroit, parce que le thème de guide cette année, c'est la fin de nuit et tout ce qui se passe la nuit. En lien, donc la nuit et la gastronomie. Et donc, par exemple, ça peut être, voilà, c'est quoi votre recette fin de nuit? Voilà. Et donc, du coup, on se sert de leur retour pour justement continuer, poursuivre la discussion. Et il n'est pas exclu que voilà, dans un futur assez proche, on s'en serve aussi pour aider à bâtir aussi d'autres types de contenus et aussi mettre leurs recommandations plus en avant. Family, FAIM, Évidemment, avec le goût des mots du fooding, mais justement entre le doggy bag, le grain de sel et saucisse qu'on reconnaît à tout instant. Aude, sur Kessel, est-ce qu'il y a des projets qui déjà ont imaginé des choses un peu amusantes pour créer du lien avec les communautés? En fait, ce qui est marrant, c'est que ça vient assez naturellement lors des conversations. Quand on propose un accompagnement éditorial, on parle évidemment du contenu en soi, donc de l'ADA, de la structure, du rubricage, de la périodicité, tout ça. Et on parle aussi, et c'est là où les expériences de Julien Chavannes et la mienne de direction de rédaction en fait, de médias, donc on a été habitués à travailler la diversification, nous sert. C'est qu'on va construire aussi, et ça répond à quelques questions aussi à propos de l'offre payante, une offre qu'on appelle premium chez nous. Donc c'est-à-dire qu'il y a la possibilité, quand l'auteur ou l'autrice construit son espace abonnement, il y a l'abonnement gratuit, mensuel, annuel, et on peut aussi proposer un abonnement premium, donc plus cher, où on propose généralement quelque chose en lien donc avec sa communauté. Donc les exemples qu'on a pour l'instant, parce que c'est quelque chose qui plaît assez dans plein de domaines différents. On a Maud Jean Aéré qui est romancière et qui a une newsletter sur la pratique épistolaire qui s'appelle La Lettre. Et en fait, c'est un contenu gratuit, donc où elle revient sur les grandes lettres, les grands échanges, les conseils, les vertus thérapeutiques de la lettre, etc. Et par ailleurs, elle propose un atelier d'écriture, donc en offre premium, pour pouvoir donc participer à un atelier d'écriture sur la lettre et participer ainsi au recrutement pour son prochain roman autour de la lettre, où elle va recruter 9 lettres dans son prochain livre. Donc ça, c'est un des projets qui est chouette. Pour le volet communautaire, on a aussi Anaïs Richardin qui va lancer une newsletter qui s'appelle Beldoche. Qui s'appelle Beldoche. Beldoche. Donc, comme son titre l'indique, qui se concentre sur cette grande partie de la population française donc, qui est belle-mère. Alors, vous êtes la belle-mère d'un Voilà, enfant. c'est pas la Beldoche, non, c'est le Beldoche. Et elle propose dans l'abonnement premium un WhatsApp Beldoche. Donc pour discuter, se voir, se plaindre, échanger des plans, savoir comment on gère le volet
Thune, le volet crise d'ado, le volet mercredi où il faut gérer les enfants, et en fait c'est pas les nôtres, tout ça. J'imagine que là, la valeur perçue est inestimable. Adrien, tu disais que c'était important. Tout ça, c'est la version moderne. Donc évidemment, bon, je vais pas. Il y a plein d'exemples, mais on essaye de construire vraiment des liens comme ça avec du service dans de la micro-communauté. Et ensuite, la plateforme permet aussi de construire des ponts entre les auteurs et les autrices, donc entre leur communauté aussi, autour de causes et d'intérêts communs. Donc là, on est en train vraiment de le voir avec toutes ces autrices féministes aussi, où il va y avoir tout un système de recos, de soutien, de causes croisées. Il peut y avoir des tribunes collectives. Enfin, c'est des choses qu'on est en train de construire aussi actuellement. Ça se passe un peu dans tous les sens. Il y a la communauté des lecteurs, il y a les lecteurs avec les auteurs, et il y a les auteurs entre eux aussi. Voilà. Parce que d'ailleurs, c'était un des avantages que vous mettez en avant pour Kessel par rapport à Substack. C'est un outil français avec des gens qui sont peut-être qui habitent pas très loin les uns des autres quand ils sont à Paris, pour une partie d'entre eux. Il y a une proximité. Oui, c'est ce que je voulais dire également à notre voisine de gauche, c'est venez chez nous. Mais j'essaie de me retenir, mais en fait, nous, non seulement en fait, on va vous apporter une audience française en plus, c'est-à-dire qu'il y aura votre audience plus toutes celles que vous allez pouvoir gagner, vous allez faire x2 ou x3. On a des outils de gestion de communauté qui n'existent pas sur Substack, qui sont assez dingues. C'est-à-dire, par exemple, les gens s'abonnent à votre newsletter et vous dites, j'ai envie de leur proposer un Discord ou un Slack. Je prends un exemple, pas chez nous, Magma par exemple, pour ceux qui connaissent cette newsletter. C'est vachement intéressant, ça permet d'avoir pas mal d'informations sur le monde de la tech, de la finance, des startups, etc. Il y a un Slack, si je ne dis pas de bêtises, dans lequel vous dites, je cherche un stagiaire, quelqu'un qui vous répond, je me pose des questions sur tel business, on vous répond. En fait, c'est le pouvoir de la communauté. Et nous, on croit beaucoup là-dedans, en fait. Le bruit des réseaux sociaux, les trolls, les invectives, les gens qui s'insultent, le calme de la newsletter, des clubs sympathiques, de gens qui s'écoutent, qui conversent entre eux. Voilà. Alors, si tu parlais de hype, à mon avis, c'est ça la hype qui va arriver. La hype du calme, de la sérénité, de la conversation. Et juste pour répondre à Ouais. ça, du coup, comme on fera un prix. c'est ça Ouais. Ouais, en fait, nous, on a commencé à bosser sur le sujet bien en amont, et du coup, c'est vrai qu'on a set up sur Substack à l'époque, mais j'ai bien suivi le lancement en juin, et effectivement, avec grand plaisir pour en parler. Volontiers. L'enjeu des communautés qui sont en train de se créer autour de ces nouveaux médias, c'est aussi la longévité. Et ça, pour le coup, Edmond, vous avez une communauté hyper engagée qui vous suit depuis longtemps. Comment vous l'animez? Est-ce que justement est-ce que vous êtes sorti du digital pour aller un peu dans le physique ou sur d'autres canaux que la newsletter seule? Alors dès le départ, de toute façon, on a construit nos médias dans le lien avec le lectorat, avec les audiences. Donc on les a tous faits avec des campagnes de financement participatif pendant laquelle on envoyait des premiers numéros zéro et on réceptionnait des retours. Ensuite, cette communauté, on la nourrit parce qu'on l'interroge très régulièrement, d'abord sur BriefMe chaque semaine, vu que nos lecteurs nos abonnés choisissent le sujet principal de notre édition du week-end. Donc on a 15 à 25% de nos abonnés qui votent tous les mardis soirs pour choisir ce sujet-là. On les réunit en physique ou en numérique, on fait beaucoup de réunions de lecteurs. On est très nourri de ce qu'ils nous apportent. Ils nous écrivent aussi, on reçoit quelques dizaines de mails par jour. On répond à tout le monde avec des suggestions, des critiques, des besoins de précision. Donc on a dès le départ conçu l'email, ou en tout cas la relation qu'on doit avoir avec notre lectorat comme une relation bidirectionnelle et pas comme quelque chose où il y a un sachant qui est assis derrière son ordinateur et puis qui envoie un contenu. Donc ça, c'est vraiment très important pour nous. Le physique, on est ravis de pouvoir commencer à y revenir parce qu'il y a eu une petite période un peu compliquée qu'on a tous bien vécue ces dernières années. Mais pour nous, c'est vraiment important de construire cette communauté dans la durée. Ça fait maintenant quasiment 8 ans qu'on existe et on a besoin d'avoir ce lien permanent entre notre rédaction et nos lecteurs. Lucie, on n'a pas parlé de ce podcast, le coût de l'époque. mais vraiment, il est en haut de ma liste parce que tout ce que tu m'en as dit justement, vraiment, ça a l'air super intéressant. Mais est-ce que tu peux nous parler un peu justement de la manière dont tu as accompagné aussi les lecteurs et les lectrices du fooding pour les sensibiliser au prix de saucisses? Oui, alors en fait, au bout d'un mois, donc les gens se sont retrouvés avec le wall.
Et donc du coup, ils n'avaient plus accès à l'entièreté donc de la newsletter. Et même si c'était à la marge, c'est vrai qu'on en a parlé avant, pour préparer un peu l'intervention aujourd'hui, mais on a eu quelques rageux, qui, voilà, en gros, étaient mécontents, ne comprenaient pas pourquoi on faisait payer une newsletter, après tout. Et du coup, oui, on a été... en fait, on a pris, là pour le coup, en fait, encore un retour de la communauté. Et finalement, donc, Elisabeth de Bourse s'en est servie pour faire l'édito de Saucisse qui a suivi. Qui expliquait, mais pourquoi 5 € par mois et qu'est-ce qu'il y a derrière ces 5 € par mois. Et effectivement, ça nous paraissait quand même super important de rappeler ce que je disais un petit peu tout à l'heure déjà, que voilà, on a à cœur de rémunérer justement toutes les personnes qui travaillent à l'extérieur pour nous, mais aussi en interne. C'est vraiment un gros travail d'équipe et en fait, ça s'appelle Saucisse. Alors c'est rigolo et tout ça, et au fooding, on a toujours ce ton un peu décalé, mais en fait, au fooding, et ça se voit vraiment dans Saucisse, tout est très travaillé en fait. Il y a c'est un esprit de sérieux en fait sans se prendre au sérieux. Et ça, c'est en fil rouge partout dans tout ce qu'on fait au fooding. Et du coup, on a répondu à chacune, là aussi, sur cette question du prix. Et heureusement, on a aussi plein de retours positifs et de gens qui comprennent totalement ce qu'il y a derrière ça. Mais c'est important d'être hyper transparent là-dessus. Et je crois que c'était bien, justement, d'en faire un édito, quoi. Qui s'appelait donc Le Coup de l'époque, en référence au goût de l'époque. Ça, c'est en plus un podcast, parce qu'on a lancé un podcast aussi cette année qui s'appelle Plan de table. Et il y avait donc un épisode, justement, qui s'appelait Le Coup de l'époque, parce que notre baseline, c'est le goût de l'époque au fooding. Et du coup, en fait, on avait 3 restaurateurs, restauratrices qui nous ont partagé un petit peu comment ils ont construit leur business model dans des modèles effectivement très différents et très variés. Et donc, une conversation sans tabou sur l'argent au restaurant. Et c'est disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Les finances personnelles, qui est aussi un des secteurs très en vogue dans les nouvelles newsletters qui se lancent, et que vous avez un peu touché avec ce sujet-là. On le voit, il y a de plus en plus de newsletters qui ont toutes l'air de plus en plus alléchantes. Je pense que, je ne sais pas si vous aussi, vous avez comme moi l'envie de vous inscrire à plein de choses en sortant de cette journée. De plus en plus de newsletters, mais pas tellement plus de temps. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il va y avoir de plus en plus de newsletters dans nos boîtes mail? Est-ce qu'elles vont ressembler à ces fils justement de réseaux sociaux qui débordent de contenus, qui sont tous géniaux, mais qu'on n'a pas le temps de consommer pleinement? Est-ce qu'il y a un risque un peu de newsletter obésité, enfin d'infobésité version newsletter? Qui se lance en premier? Oui, bien sûr, parce que aujourd'hui, la plupart des grands médias lancent et développent des newsletters de grande qualité, et c'est normal parce que la plateformisation et la dépendance aux algorithmes des grandes plateformes, on en voit bien toutes les limites sur la capacité à adresser son public, à maîtriser ses données, et la newsletter est une bonne façon de répondre à ça, de développer de la fidélité. On voit bien que c'est un bon outil pour convertir sur de l'abonnement payant. Donc bien sûr qu'il y a une inflation de l'offre. Est-ce que c'est grave? Je ne sais pas. Je pense qu'à un moment, les offres les plus qualitatives vont trouver leur public. Et ça amène quand même la newsletter aussi une capacité à accompagner cette fragmentation des audiences. À partir de 200, 300, 500, 1000 lecteurs, peut-être que chez Kessel, il y a un modèle économique, dans d'autres médias aussi. Donc est-ce que c'est vraiment très grave? Si on investit éditorialement sur l'utilité qu'on amène et la valeur ajoutée qu'on amène au lecteur, ça va aller. La limite, c'est qu'on commence quand même, avec la newsletter, à être un peu dépendant des plateformes, parce que Apple a mis en place un système qui rend pas fiable le taux d'ouverture, parce que Gmail, qui est ultra dominant sur l'univers des emails grand public, décide ou pas dans quelle messagerie la newsletter va apparaître. Donc on a quand même un sujet aujourd'hui avec les grandes plateformes du numérique, donc on essaie d'échapper à la dépendance et qui reviennent quand même avec leur capacité à gérer les portes d'entrée vers les consommateurs. Ce risque d'infobésité sur Kessel, il existe par exemple? C'est difficile à évaluer. Moi,
je trouve que ce que vous venez de dire tous les deux est très très important en fait, c'est-à-dire souligner l'importance de la qualité éditoriale. Et juste, je réponds à ta question, mais pour mettre les choses en perspective, en fait, si on prend l'alternative aux newsletters, c'est-à-dire le monde de la presse traditionnelle et tel qu'il a évolué jusqu'à aujourd'hui, il y a deux modèles. Il y en a un qui est l'abonnement. Ceux qui ont pris le virage de l'abonnement le plus vite possible ont fait des choses vachement intéressantes. Aux États-Unis, le New York Times, en France, Le Monde, Mediapart, il y a beaucoup d'exemples d'abonnements payants. Ceux qui ne l'ont pas pris ont choisi un autre modèle, qui est celui de la publicité. Et là, je trouve qu'il y a des questions intéressantes en fait, à se poser là-dessus, versus l'obésité. C'est-à-dire que si vous avez choisi la publicité, vous vous retrouvez à être dans une compétition de volume. Il faut délivrer des volumes extrêmement importants. Moi, dans ma vie précédente, j'étais sur YouTube, je fabriquais des vidéos, et donc je vois ce que c'est que ces questions de volume. La rémunération, le CPM, est extrêmement bas, devient de plus en plus bas. Et donc, ça veut dire que, d'une certaine manière, la qualité est potentiellement vouée à s'appauvrir de plus en plus. C'est-à-dire que pour générer un revenu suffisant pour absorber le coût de fabrication d'un contenu, il faut générer un volume d'impression tellement dingue que ça pousse, dans les mauvais cas, ce qu'on appelle le clickbait, c'est-à-dire l'information facile, racoleuse, sur laquelle vous avez envie de cliquer. Enfin, vous avez fait l'expérience de ces titres, je ne sais pas, sur Yahoo, où vous dites, il y a le début de la phrase, vous cliquez dans l'espoir fou qu'il y aura quelque chose d'intéressant derrière, vous êtes déçu, puis il y a un nouveau truc qui revient derrière, etc. Et cette course-là au clickbait, elle appauvrit considérablement la qualité de l'information et du journalisme. Et encore une fois, je pense à un moment où c'est particulièrement important d'avoir un journalisme de qualité, tant le monde devient complexe sur plein de questions. Et pour moi, du coup, la newsletter, c'est l'inverse. La newsletter, c'est je prends le temps de choisir quelque chose qui me plaît particulièrement, et la qualité, ça se paye. Et c'est vrai que le fooding, c'est une marque exceptionnelle qu'on connaît, qu'on apprécie, parce qu'il y a des gens derrière, et ces gens-là, c'est un travail qu'il faut valoriser. Pareil pour Brichmi. Je pense que dans toutes les choses qu'on aime dans les médias, il y a un coût en fait. Ça ne peut pas se faire avec des bouts de ficelle. Et donc, d'une certaine manière, s'il y a une infobésité de newsletter de qualité, super, tant mieux. Moi, je préfère 1000 fois qu'il y ait trop de newsletters de qualité qu'on soit dans... Alors, je ne vais pas vous citer des groupes de presse en particulier, mais vous voyez peut-être ce dont on veut parler, de gens qui prennent des titres de presse, qui les découpent, qui mettent un journaliste pour faire 3 trucs. Est-ce que c'est vraiment ça qu'on a envie d'avoir comme presse de qualité aujourd'hui ? Je ne suis pas sûr. En tout cas, nous, on croit dans l'inverse, en fait. Se dire, et c'est Lucchini, je crois, qui dit ça, il dit quand les gens payent, il y a une qualité d'écoute et d'attention qui est exceptionnelle. Moi, je ne fais jamais de gratuit. Alors, c'est vrai que c'est cher, mais c'est très bien ce qu'il fait. Et désolé pour Lucchini, mais il est contredit par la qualité du public d'aujourd'hui qui n'a pas payé pour être là. Voilà, enfin, ce point-là pour dire, tant mieux s'il y a une offre alternative. Génial. Non, mais je posais cette question de l'infobésité, mais je suis le premier gourmand des newsletters et je me réjouis qu'il y ait vraiment plein de projets aussi sympas. Lucie, tu voulais ajouter quelque chose là-dessus, parce qu'au fooding aussi, on aime manger, on est gourmand. Oui, non, mais en fait sur la qualité, effectivement, je peux que abonder dans ton sens. Voilà, on travaille toujours, comme je l'ai dit, avec des gens qu'on choisit, des photographes, des illustrateurs, illustratrices, tout un petit collectif là qui gravite autour du fooding, et c'est valable pour ceci, mais valable dans tout ce qu'on fait et dans nos événements, ça transpire en fait de tout ça. Donc évidemment, voilà, on va dire peut-être que nous, comme c'est peut-être un peu plus niche dans la gastronomie, on est peut-être moins dans tout ce flow-là, rouge, mais ceci dit, en même temps, on a quand même assisté aussi à la mainstreamisation, désolé le mot est pas beau, mais de la gastronomie avec tous les top chefs, la télé-réalité et tout ça. Donc du coup finalement on n'est pas forcément hyper à l'abri non plus de ça, mais je suis d'accord pour dire que tant qu'on est un peu droit dans ses bottes, qu'on est en lien avec ses valeurs, qu'on a ce lien de confiance avec ses audiences et cette communauté, et qu'on fait des choses de qualité, à forte valeur ajoutée, je pense qu'on est plutôt, en tout cas, sur le bon chemin. Génial. Juste pour finir, justement sur une note de gourmandise, en 10 secondes chacun, est-ce que vous avez un petit contenu à nous proposer, peut-être la dernière adresse du fooding, le dernier débrief de Brichmi, un dernier projet qui vient de se lancer sur Kessel ? Ouais, moi je peux vous dire, parce que le guide vient de sortir, donc il y a évidemment le palmarès aussi avec la meilleure table, donc je ne sais pas si elle est encore réservable maintenant, puisque c'est sorti la semaine dernière, et donc c'est le Doyenné qui a remporté la meilleure table. Au sud de Paris, pas et très loin. Effectivement, pas très loin, et avec beaucoup d'adresses d'ailleurs qui ne sont pas à Paris. Je trouve qu'il y a 40 km
Ouais, c'est C'est les légumes. oui, exactement. Ils ont Ah, tout leur c'est vrai, potager. c'est Donc c'est James Henry et Sean Kelly. J'y suis allé Alors. avant de le connaître dans le fooding et c'est vraiment extraordinaire. Alors, pardon, j'avais dit 10 secondes parce qu'on est très Pardon, timé, désolée. mais le sujet est évidemment passionnant. Sur Kessel, en 2 mots, 1 ou 2 projets qui viennent de sortir. On a tout chaud. Vraiment Super de Victoire Toyon qui sort toutes les semaines et qui est notre carton. Donc il y a 9000 abonnés en quelques semaines et c'est de la reco culturelle personnelle, on va dire, qui tombe toutes les semaines. Et on a une newsletter là qui vient de sortir qui s'appelle Tous pourris, donc en anonyme. Et il s'agit de brèves d'une analyse politique du monde arabe énervé et très très drôle C'est génial, que je vous recommande. super. Edmond, peut-être le dernier décryptage Alors, je vais faire disponible. un peu d'auto-promo. Moi, je vous invite à découvrir Brief Science, notre petit dernier. On a chaque semaine une infographie incroyable qui permet de comprendre en quelques instants des sujets scientifiques extrêmement compliqués, de l'ordinateur quantique ou au réchauffement climatique, au cycle du carbone. Donc voilà, je vous conseille de la découvrir. Génial, merci beaucoup d'avoir été là ce matin, de nous avoir guidés dans ce tour de table. Merci d'avoir été là et on enchaîne avec la suite de la programmation du festival. Bonne journée à tous et à toutes. Merci.